La cosmogonie bantou. Y a-t-il chez les bantous une connaissance qui ne soit pas magique, c'est-à-dire qui ne soit pas connaissance de force? Leur sagesse est-elle critique? La sagesse bantou est-elle naturelle, prénaturelle ou surnaturelle? Nous nommons naturel de la connaissance que l'on peut acquérir par l'exercice normal de ses facultés. La connaissance prénaturelle dépasse les exigences et capacités de l'être humain, mais non pas celle d'une intelligence créée supérieure. Seule la science surnaturelle dépasse les capacités de tout être créé. De ce qui a été dit ci-dessus, et notamment au sujet de la connaissance de l'être force chez les Bantous, il apparaît que leur philosophie, tout comme la nôtre, ne prétend être que de la connaissance intellectuelle naturelle des êtres. Les critères de la connaissance des forces et influences appartiennent aussi bien au domaine du savoir naturel, de la science positive des Bantous. La connaissance particulière des forces ayant agi dans un événement déterminé, la connaissance d'une chose concrète en elle-même suivant sa nature et d'après son potentiel d'action envers certaines personnes déterminées, n'est pour eux, me semble-t-il, qu'une connaissance naturelle plus approfondie. Ce n'est que dans certains cas, si l'intervention directe ou indirecte de Dieu, même étant supposée, que l'on pourrait parler de connaissance préternaturelle. Ceci sont de simples déductions des principes de la philosophie bantou, tels que nous l'avons exposé ci-dessus. Elles valent ce que vaut leur ontologie elle-même. Je crois cependant que ces considérations nous autorisent à faire bon marché des expressions passe-partout, qui encombrent la recherche ethnologique, où l'on se plaît à enrober les constatations faites des épithètes de mystérieux et des qualifications de savoir naturel ou influence interdéterminée et tant d'autres. En général, nous ne rencontrons chez les Bantous que des connaissances qui peuvent être courantes ou spécialisées, sans cesser pour autant d'être des connaissances naturelles. À leur sens, ce n'est que dans certains cas qui semble qu'on ait affaire à des connaissances préternaturelles. Il semble opportun d'ouvrir ici une parenthèse sur ce qui est généralement désigné comme initiation dans la littérature ethnologique. Le Kilumbu ou le Nganga, c'est-à-dire l'homme qui possède une vision plus lucide des forces naturelles et de leur interaction, l'homme qui a le pouvoir de sélectionner ses forces et de les diriger vers un usage déterminé dans des cas d'espèce, ne devient tel que parce qu'il a été saisi par l'influence vitale d'un ancêtre prédécédé, ou bien parce qu'il a été initié par un autre Kilumbu ou Ngonga. Que tout homme peut être influencé par un homme plus savant résulte des principes généraux de l'ontologie bantou. Celui qui est ainsi saisi entre toujours en transe au moment où l'esprit ou le Vindje le possède. Et c'est à ce moment que le néophyte acquiert sa force supérieure pour connaître et pour orienter les forces. Mais dans ce phénomène, il n'est pas question d'initiation. L'initiation ne se présente que lorsqu'un candidat ou Kilumbu ou Ngonga s'en va trouver un homme au Monga et lui demande d'être éduqué dans son art. Vous voyez le mot Monga. Le mot Monga qui vient des Japonais, des Chinois, ça vient de la langue bantou. Même le mot logiciel, ça vient de la langue bantou. Même le mot créer. Vous voyez le mot créer. Quand on dit oui, Dieu a créé, Dieu, ou bien j'ai créé ça. Le mot créer, l'origine du mot créer, ça vient de la langue bantou.
Le Nganga ne peut rien faire de plus que d'enseigner à son apprenti les divergences, manigances et cérémonies de son art. Il peut lui donner une éducation adéquate au comportement qu'il devra adopter dans cette vie supérieure à laquelle il se destine. Il peut lui enseigner les moyens de se mettre dans les dispositions voulues pour atteindre la force et la science. Mais, à mon humble avis, il ne lui appartient pas de lui donner la force et la science. Pour posséder la réelle science et le pouvoir des mangas, il n'y aura pas il n'y aurait pas, suivant la conception que s'en font les Noirs, une initiation au sens français de ce mot. C'est lorsque le maître Nganga a déterminé son œuvre d'éducation que vient le moment où son élève doit recevoir son pouvoir et sa chance au cours de ce qu'on appelait à tort la cérémonie de l'initiation. Je présume qu'il est universel dans le monde bantou qu'au cours de cette cérémonie, le néophyte entre en transe, perd conscience et comme mort à sa vie humaine ordinaire et renaît de cette catalepsie doué de sa force supérieure et de sa connaissance exaltée de Nganga ou de Kilombo. C'est bien sous l'influence vitale de son maître qu'il renaît à cette force vitale supérieure. Mais la force et la puissance qui l'anime lui vient d'un ancêtre prédécédé ou d'un esprit, sous l'influence duquel son maître a également acquis sa puissance et sa science. Le peuple bantou est tombé très bas quand les prêtres, parce que les Nganga ce sont des Bakongo, quand les Bakongo ont commencé à faire la magie, la sorcellerie, le vaudou, c'est là que le peuple bantou est tombé. Seulement ainsi explique le cas de l'un ou l'autre élève, que l'on ne peut amener en transe ou dans le ravissement. Son maître est obligé de le renvoyer en lui disant « Vous ne convenez pas ». Il faut donc intervenir une force vitale supérieure à celle du maître des forces. Et c'est donc à tort que l'on parle d'initiation. Ces relations, influence vitale des morts sur les vivants, sont pain quotidien pour les Bantous. Dans une mesure plus ou moins grande, ces phénomènes sont familiers à tout Montou. Ils vivent en communauté avec leurs morts. Et cette influence vitale des défunts ne doit pas être jugée préternaturelle sur les critères de notre philosophie, mais comme un événement naturel. Comme le cours normal des choses du monde des forces de la philosophie bantou. C'est le point de vue que l'ethnologie devrait adopter. On a prétendu que le noir raisonne moitié comme nous, c'est-à-dire suivant un raisonnement critique, épousant la nature des choses, et qu'abandonnant ensuite tout raisonnement, il poursuit sa pensée magique. Ainsi l'on signale, par exemple, que les noirs se révèlent intelligents, raisonnables, dans le tressage de leurs filets, la confection de leurs pièges et plus généralement dans toutes leurs ruses de chasse. Ils savent quels outils ils doivent employer pour faire des instruments efficaces. Ils observent une logique sans faille pour combiner leur embuscade. Tout à coup, cependant, on observe qu'ils abandonnent tout raisonnement pour faire dépendre le succès de leur battue du secours de l'esprit de la chasse ou du bivanga des chasseurs. Je pense qu'on est mal fondé pour autant de dédoubler l'homme dans le primitif qui agit de la sorte et de le qualifier d'incompréhensible, illogique ou mystérieux. Il est possible que, dans la cueillette des herbes, dans leur rouissage et dans la confection des paniers, nasses et autres ustensiles,
Le noir ne voit pas d'incidence ontologique. Ce sont des façonnages utilitaires à l'écart de la sagesse, de la force vitale. Pourtant, on leur entend dire que ces habilités, que ces techniques leur ont été données avec leur force vitale. Mais ils font une distinction nette entre l'aptitude à bien confectionner un objet matériel et le pouvoir de conditionner un instrument pour maîtriser et prendre d'autres êtres vivants. L'un n'est qu'enfantillage, l'autre est œuvre vitale. Il ne faut donc point s'étonner de voir le nègre user magiquement de ses aptitudes professionnelles et d'apprendre qu'il songe en se faisant aux forces vitales qu'il a l'intention d'affronter. Celui qui veut faire une pirogue ne croira pas pouvoir réussir sans faire intervenir sa philosophie des forces. Les fondeurs de cuivre et les forgerons penseront ne pas pouvoir couler le minerai et changer ainsi la nature de la matière traitée sans devoir faire appel à une force supérieure qui peut dominer la force vitale de la terre, qui prétendent aussi transformer en métal. Quant au chasseur, il sera convaincu que c'est par une force vitale supérieure qu'il a eu le génie de confectionner ses engins avec efficience et qu'il a eu l'adresse de les employer efficacement dans son combat avec le gibier capturé. Il pensera que c'est son influence vitale renforcée de la puissance de l'esprit tutélaire des chasseurs qu'il a mené le gibier dans ses pièges. On aurait de la peine à trouver une activité ou un événement ayant quelque importance dans la vie des Noirs que ceux-ci ne rattachent pas à leur philosophie des forces, à leur conception au sujet des influences vitales. La connaissance des Noirs n'est pas bifide. Il n'y a pas chez eux un domaine réservé à la critériologie de la philosophie des forces, à côté d'un domaine où jouent les raisonnements d'une philosophie critique rationnelle. La philosophie des forces pénètre l'ensemble de leur connaissance. Ils ne possèdent pas d'autre conception du monde. C'est leur philosophie qui oriente tous leurs actes et leur abstention et tout comportement consciemment humain est conditionné par leur science de l'être comme force. Faut-il conclure que cette connaissance de l'être, science magique, ainsi qu'on l'a nommée, qui n'est en réalité, selon eux, autre chose que la connaissance des forces, ne serait pas une connaissance critique? Si l'on veut entendre par une philosophie critique, une philosophie fondée sur l'observation de la réalité et sur les déductions que l'on peut tirer de l'expérience humaine, je prétends que la philosophie des Bantous est, depuis leur point de vue et pour les motifs exposés ci-dessus, une philosophie critique au même titre que nos systèmes occidentaux. À leurs yeux, leur philosophie repose sur l'évidence interne et externe. Sinon, n'était pas ainsi, il faudrait conclure que, faute des motifs rationnels, leur système ne serait qu'un produit de la pure fantaisie. La philosophie bantoue, elle se reposait sur ce qui est interne et externe. Le peuple bantou ne peut pas vivre sans la spiritualité. Voilà quand les Européens sont venus voir le peuple bantou. C'est ce qu'ils ont constaté. Mais alors la logique serrée de leur système devient un miracle inexplicable. On peut se demander du reste s'il peut y avoir une philosophie digne de ce nom, qui ne serait pas le produit de la pensée critique. Autre chose est de vérifier si leur observation a été faite correctement.
Et si leur déduction ne sert pas des fautes de raisonnement, un système philosophique peut être qualifié critique, même si l'on prouve qu'il est faux. Si l'on réservait le nom de philosophie critique exclusivement à la conception exacte et vraie de l'être, il ne pourrait exister qu'un seul système de philosophie, et il ne pourrait être toléré que des systèmes de pensée hétérogènes, se trouvent encore désignés par le vocable de philosophie. Les Bantous sont-ils étrangers à toute science expérimentale? C'est une façon sommaire de poser la question. Nous la croyons justifiée parce qu'elle fait ressentir le faux jour sous lesquels elle se place. Lorsque nous parlons d'expérience, nous pensons à autre chose que les Noirs pourraient entendre par expérience. Devant l'expérience, nous concluons raisonnablement, suivant notre critériologie et notre ontologie. Les Noirs pensent conclure valablement suivant la leur. Nous saisissons la causalité suivant notre métaphysique réaliste. Les Noirs, suivant les principes de causalité de leur philosophie des forces, prenons un exemple pour illustrer cette thèse. Les Noirs connaissent expérimentalement les herbes et les plantes dépuratives, vermifuges ou désinfectantes. Et en déjurant cette plante, cette herbe est telle ou telle force. Cette vertu n'agira donc pas autrement que toutes les autres forces. Par influence vitale, peut devenir intense ou diminuer. Elle n'agira que par la force vitale de l'homme fort et vivant. De là les simacrées, les rites et les incantations en usage lors du recours aux médicaments. Pour être plus sûr de l'action efficace de ces forces, qui peuvent être excitées, animées et dirigées, on aura recours à une personne qui a des pouvoirs spéciaux à cette fin. On ira recourir à la sagesse et force d'un aîné, ou à l'art d'un ngonga. Ce réveil, cette excitation des forces est un fait ordinaire chez les Baluba. Kilwangweyila Miji exciter les racines, afin que leur vertu, leur être, soit actif en faveur de tels malades. En cas d'échec, l'inactivité des herbes ayant manqué leur effet curatif sera expliquée selon leur principe de causalité. Ceci confirme que toute connaissance, fût-elle expérimentale, cadre chez les Bantous avec leur critériologie des forces et s'imbrique dans leur loi générale de l'accroissement et de l'interdépendance des forces. La théorie du Montu ou bien la psychologie Bantou. Après avoir fait un exposé de la conception du monde des Bantous, de leur ontologie et de leur critériologie, il est important de parler